Lors de la Seconde Guerre mondiale, le détroit de Bab el-Mandeb était placé sous blocus par la Royal Navy et les forces alliées. Djibouti, alors sous l'autorité du régime de Vichy, cette petite possession française au bord de la mer Rouge, allait connaître les jours les plus sombres de son histoire. Entre 1940 et 1942, Djibouti, alors appelée la côte française des Somalies, a vécu une famine terrible. Une famine née non pas de la sécheresse, mais de la guerre mondiale, du blocus et des décisions des grandes puissances. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ali Robian et aujourd'hui on va revenir ensemble sur cet épisode de notre histoire oubliée. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun document ou très peu de documents vidéo sur ce sujet et je pense que c'est notre rôle en tant que jeunes Djiboutiens de réaliser ce devoir de mémoire. Alors vous de votre côté, si vous avez des informations à rajouter, des corrections à faire sur ce que j'ai pu dire, alors laissez un commentaire, un petit like et abonnez-vous. C'est parti. Pour comprendre la famine et cette période de Carmière, il faut revenir avant la Seconde Guerre mondiale. En 1935, l'Italie fasciste de Mussolini envahit l'Éthiopie. Cette guerre d'Abyssinie bouleverse tout l'équilibre de la région et place Djibouti au cœur d'un jeu diplomatique complexe. L'Italie veut agrandir son empire colonial en Afrique de l'Est, notamment l'Érythrée, la Somalie et bientôt l'Éthiopie. Pour atteindre cet objectif, Mussolini déploie près de 400 000 soldats et utilise le gaz hypérite contre les troupes éthiopiennes. De son côté, la France hésite. Elle craint l'Allemagne, mais elle cherche encore à ménager l'Italie. Résultat, une politique contradictoire. À Djibouti, les autorités coloniales interdisent le transport d'armes vers l'Éthiopie, notamment par la voie ferrée franco-éthiopienne, mais dans le même temps, elles autorisent les navires italiens à traverser Suez pour livrer carburant et vivres à leurs troupes en Afrique orientale. En clair, on bloque les Éthiopiens tout en laissant passer les ressources de Mussolini. Cette contradiction provoque des tensions fortes dans la colonie. Une partie des habitants soutient le Négus Haile Selassie, symbole d'une Afrique libre et fière. L'autre partie reste fidèle à la France et à l'ordre colonial. Et dans cette atmosphère, la propagande devient une arme à part entière. Les vichistes et leurs relais diffusent dans la population djiboutienne l'idée que l'Éthiopie du Négus est un royaume barbare et esclavagiste, incapable de se gouverner seul. Cela justifie donc l'idée de domination coloniale et permet de monter une population djiboutienne musulmane contre un empire chrétien noir. De l'autre côté, les forces alliées et les résistants français font circuler une toute autre rumeur à Djibouti, celle de la naissance d'un grand empire musulman sur les hauts plateaux éthiopiens. Et pour soutenir cette rumeur, ils mettent en avant la figure de Menelik Iyasu, qui est le fils illégitime d'un prince éthiopien, avec une dame Fatouma vivant à Obok, arrière-petite-fille d'un éminent notable, Aboubakar Pacha. Cette figure symbolique de Menelik Iyasu est utilisée par les Alliés afin de rallier les populations et les tribus locales à leur cause. Dès lors, Djibouti devient bien plus qu'un simple comptoir colonial. C'est le point névralgique de l'espionnage, de la contrebande et de la propagande où chaque camp essaie de rallier la population à sa cause. Paradoxalement, la guerre d'Abyssinie fut bénéfique pour Djibouti. Entre 1936 et 1937, les exportations explosent de 150 000 tonnes à plus de 330 000 tonnes et la ville devient le cœur de la rivalité franco-italienne. En 1938, les Italiens déploient leurs troupes dans la plaine du Hanlé à la frontière. La tension est donc à son comble. À Paris, les ministres des colonies Georges Mandel déclarent « L'Empire sera la sauvegarde de la France en cas de danger grave ». Dès lors, Djibouti n'est plus une petite colonie oubliée, mais un verrou stratégique sur la mer Rouge, le dernier bastion français en Afrique et en Moyen-Orient et pour l'océan Indien. Ainsi, ce petit pays que beaucoup de personnes considéraient comme insignifiant va se retrouver pris dans les tourmentes de la Seconde Guerre mondiale et va payer le prix fort. En 1939, la Seconde Guerre mondiale est déclarée en Europe.
À plus de 6000 km de là, la colonie djiboutienne se prépare elle aussi aux affres de la guerre. Des tranchées sont creusées, des remparts de sable sont montés pour bloquer les chars, les colons s'enfuient par vagues et les locaux se replient dans l'arrière-pays. Cette période est appelée drôle de guerre, puisque pendant un an, la guerre a bien été déclarée, mais il n'y a aucun affrontement sur le terrain. Cette période ne va durer que un an et tout va basculer à partir de juin 1940. En effet, le 10 juin 1940, l'Italie déclare la guerre à la France et au Royaume-Uni. Le lendemain, les troupes italiennes postées en Érythrée et en Somalie avancent vers la frontière de Djibouti. Les combats restent limités, mais la menace est réelle. Le général Gentilhomme, gouverneur militaire de la colonie, organise la défense et appelle à la résistance. Quelques jours plus tard, le 17 juin 1940, la France signe l'armistice avec l'Allemagne. Le lendemain, le général de Gaulle lance un appel du 18 juin depuis Londres. Et c'est là que Djibouti se retrouve pris entre deux feux. Obéir au régime de Vichy en restant fidèle à Pétain, ou rejoindre la France libre du général de Gaulle. Le 26 juin 1940, un conseil colonial se réunit à Djibouti. Les autorités locales choisissent, à contre-cœur, de rester fidèles à Vichy. Le général Gentilhomme, lui, voulait résister, mais il est rappelé et est remplacé par le commandant Germain, un fidèle du régime de Pétain. À partir de ce moment, Djibouti entre dans une période d'isolement total. Les Britanniques, furieux de voir leur port passer sous le contrôle vichiste, réagissent immédiatement. Dès le 23 juillet 1940, la Royal Navy encercle Djibouti et bloque le détroit de Bab el-Mandeb. Plus aucun navire n'est autorisé à accoster sans leur autorisation. En théorie, il y a un navire par mois qui est autorisé à rentrer à Djibouti. Dans les faits, il n'y en a aucun. Djibouti, qui était auparavant un point important de la logistique dans la région, se vide peu à peu. À Djibouti, les entrepôts se ferment, les stocks de nourriture s'amenuisent et le carburant est rationné. Dans le même temps, la résistance intérieure s'organise discrètement. Des officiers français, comme Roger Donard, soutiennent les partisans de la France libre, distribuent des tracts et font passer des messages vers Aden et les bases britanniques. Mais la répression s'abat vite. Surveillance, arrestation, exécution sommaire. En 1940, la Somalie britannique tombe à son tour, renforçant la position italienne dans la région. Pour Djibouti, désormais encerclé par les forces ennemies et coupé de la France, commence une lente descente vers la pénurie. Les prix flambent, les vivres manquent, les convois sont bloqués. De plus, en septembre 1940, le port est bombardé par erreur par l'aviation britannique, provoquant plusieurs morts civiles et mettant Djibouti encore plus dans la Seconde Guerre mondiale. Djibouti, l'espoir s'amenuise peu à peu. La ville s'enfonce un peu plus chaque jour dans la faim, le silence et la peur. Et ce n'est que les débuts, puisque le blocus total de Djibouti qui va commencer en 1941 va empirer totalement la situation. À partir de fin 1940, le blocus sur Djibouti devient total. Plus aucun bateau ne rentre et tous les vivres s'amenuisent à vue d'œil chaque jour. Les autorités en place qui soutiennent le régime de Vichy essayent tant bien que mal de faire croire à la population que tout se passe bien, mais la population remarque très vite que la famine s'installe à Djibouti. En 1941, on rationne tout, la farine, le riz, le sel, le sucre et même le carburant. Les véhicules civils sont interdits de circulation, les magasins n'ouvrent qu'une heure ou 2 heures par jour et les produits disparaissent des étals. Dans la capitale, les habitants n'ont plus qu'une ration de quelques grammes par jour. Les riches partent, les Européens évacuent, mais les Djiboutiens, eux, restent pris au piège. Beaucoup fuient vers l'arrière-pays, Tadjoura ou encore Obok, ou dans les campements à Farah et Issa. D'autres restent en espérant un navire, une aide ou un miracle. Pour survivre, les habitants de Djibouti n'ont plus qu'une seule ressource à leur disposition, une céréale appelée karmi'i. En temps de paix, cette céréale est utilisée pour nourrir le bétail, mais en temps de guerre, la population l'utilise notamment pour le bouillir et l'utiliser ensuite sous format de galettes.
Ce mot qui à la base signifiait céréales a changé de sens au fur et à mesure du temps pour désigner directement cette période de l'histoire de Djibouti. Durant cette période, les femmes et les enfants sont les plus touchés. On estime qu'à cette époque, 70% des décès sont des femmes et des enfants. Le taux de mortalité atteint 139 morts pour 1000, soit 7 fois plus que dans les autres colonies françaises. Les maladies liées à la malnutrition se répandent, le beriberi, le scorbut et des fièvres sans remède. De plus, le bétail est réquisitionné des forces par l'armée pour nourrir les troupes et les fonctionnaires. La population civile, elle, n'a plus rien. Et pourtant, même dans ces conditions, la résistance s'organise, discrète, locale et courageuse. Par exemple, à Obok, des pêcheurs et des dockers et des commerçants s'unissent pour aider les partisans de la France libre. La nuit, ils font passer des messages, des vivres, parfois même des personnes vers la côte du Yémen ou vers les positions britanniques. Dans la ville, les murmures de la résistance se propagent. Dans ce contexte, en mai 1941, les autorités de Vichy à Djibouti arrêtent 7 Djiboutiens qu'ils accusent, à tort ou à raison, de collaboration avec les Alliés. Et pour en faire un exemple, ils sont fusillés tous les 7 sur la place publique. Au lieu de ça, ces 7 jeunes Djiboutiens sont devenus des symboles, les premiers martyrs du régime de Vichy à Djibouti. À cette période, c'est le gouverneur Noël-Itas envoyé par Vichy qui impose une censure féroce et isole totalement la colonie du monde. Djibouti devient une ville assiégée, une prison à ciel ouvert, et pourtant, même dans la faim, même dans la peur, les Djiboutiens tiennent bon. Ils prient, ils s'entraident, ils partagent le peu de nourriture qu'ils ont. C'est ce courage silencieux, cette solidarité invisible qui a permis à Djibouti de survivre à l'une des plus dures épreuves de son histoire. Il faudra attendre 1943 pour que les premières forces alliées arrivent et que le blocus soit levé. Les entrepôts rouvrent, les navires reviennent et Djibouti envoie 7000 hommes pour participer à la libération de l'Afrique et de la France. Cette période de famine, de calmire, s'achève, mais le souvenir, lui, reste vivant, comme un rappel du prix de la résilience et de la dignité humaine. Aujourd'hui, le mot Kalmir ne renvoie pas non seulement à cette période de famine qu'a connue Djibouti, elle renvoie aussi directement à la période actuelle. En effet, hier comme aujourd'hui, Djibouti dépend toujours de l'extérieur pour pouvoir se nourrir. Cela n'est pas dû à de la négligence, mais bien dû au fait que l'on vit sur une terre aride où la survie dépend d'un équilibre géopolitique. Pourtant, ces contraintes ne devraient pas être une fatalité. Djibouti tire sa force de sa position géostratégique, de sa paix et de sa capacité à créer du lien entre les peuples. À l'image du Japon, qui est arrivé à transformer ses contraintes naturelles en des atouts agricoles, Djibouti peut aussi faire de ces terres arides des terres d'opportunités. Avec la créativité et l'énergie de la jeunesse djiboutienne, le mont Kalmia peut changer de signification pour passer de cette période douloureuse à un mot qui signifie espoir et résilience. Pour conclure, j'aimerais dire à la jeunesse djiboutienne, n'ayez pas peur de vous lancer. Dans notre cas, l'idée, c'est notre eau. La connaissance, c'est notre terre. Et l'unité, c'est notre pluie. Si cette vidéo vous a apporté des connaissances ou qu'elle vous a marqué, n'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à partager. C'est comme ça que l'on réalise notre devoir de mémoire aujourd'hui pour que demain, la relève puisse le faire à son tour aussi.